Ah, je lui ai quelque chose sur le chef. Ah, ça doit être à M. Larchevêque. Je vais aller chercher le chef. Il vous manque un chef? Ah, je peux me tasser, moi. Non, c'est chef. Alors, vous invitez à vous asseoir, on va Non, commencer. ça, c'est pas à moi, ça. Ça, c'est M. Larchevêque. C'est pas à moi, ça. Ouais, mais c'est ça, il cherchait une place. Mais regardez, c'est pas pour lire. C'est pas mal. Je suis pas là pour lire. Je suis là pour parler. C'est ça dans la salle. Je veux pas vous voir regarder des gens. C'est des gens qui veulent se voir. Alors, bonsoir. On va passer à la suite. Bienvenue à la maison Brignon dit la On Pierre. peut s'arranger. Vous allez voir ça qu'on peut s'arranger. On peut s'arranger. Je sais. Un peu validé. Alors, donc, bonsoir. Bienvenue à la maison Brignon dit la Pierre. Alors, on est très heureux ce soir de vous recevoir dans le cadre d'une causerie qui est animée par M. Stéphane Tessé et qui reçoit ce soir M. Jean-Jacques Lapierre, Michel Chalut, Robert Chrétien et André Larchevêque. Alors, je vous laisse entre les mains de M. Tessé de ses invités. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. L'activité qui est en cours, qu'on va faire ce soir, a lieu dans le cadre du 100e de Montréal-Nord avec l'arrondissement. Il y a plusieurs activités qui ont eu lieu déjà. On a eu une activité sur l'histoire de l'immigration haïtienne il y a quelques temps. On a eu une activité sur les photos anciennes de Montréal-Nord. Il y en a d'autres activités qui s'en viennent, comme une journée de promenade en carriole sur le boulevard Gouin le 28, un samedi. Et le 1er avril, il va y avoir une conférence sur l'immigration maghrébine. Alors, il y a toutes sortes d'activités. Ce soir, j'ai choisi des aînés ou des témoignages de Montréal-Nord, des pans-de-mur de l'histoire. On a Jean-Jacques Lapierre à l'extrême droite. On a ici Michel Chalut, qui a été projectionniste au cinéma Régal. M. Robert Chrétien et M. André Larchevêque. Je vais les faire intervenir durant la soirée. On va parler de l'histoire de Montréal-Nord. C'est une activité qui va durer à peu près entre 60 et 90 minutes. Mais j'ai plus l'impression que ces quatre bavards-là sont de 90 minutes. Si vous avez des questions, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de questions stupides, vous pouvez lever la main. Ou même partager, parce que je vois aussi qu'il y a des têtes grises dans la salle. Alors, si vous voulez partager des souvenirs, gênez-vous pas, levez la main. Comme je vois la dame ici, je pense que je vous ai vu dans une vidéo sur l'enseignement des écoles. Je me trompe-tu? On va parler des fois des écoles. Des fois, vous voulez intervenir, faire des commentaires. Vous êtes le bienvenu. Hein? Et bien sûr, la soirée est filmée. On va laisser le film à l'arrondissement pour laisser des archives dans le futur. Et donc, c'est important que si vous parlez, vous observez, pas parler en même temps, pour que ça soit audible. Pareil pour mon panel ici, parlez pas en même temps. Okay? Parfait. Alors, je me propose de commencer avec une petite présentation sur l'histoire de Montréal-Nord, mais on va remonter loin dans le temps de Champlain. Là. Alors, eux autres, à moins qu'ils soient si vieux que ça, ils ne peuvent pas dire un mot de suite. Je me propose de faire un petit 5-10 minutes sur l'histoire du Nord, Montréal-Nord, à peu près des années 1600 jusqu'au 20e siècle. Alors, derrière moi, vous avez une carte de Montréal-Nord. Est-ce que les gens là-bas, vous voyez? Très bien. Vous voyez la carte? Très bien. Très bien. J'aurais peur d'être devant, là. Très bien. Alors, la carte de Montréal-Nord... Oh, j'ai pas allumé mon jouet, excusez. Vous voyez, je pointe avec mon pointeur, là. Regardez, je vais le mettre ici. Pour ça. Avec mon pointeur, j'entoure ce qu'on appelle le territoire du Sault-Récollet. Je vais avancer une diapositive. Là, les papiers sont faits. Regardez le territoire ici, c'est Onsic, Montréal-Nord. Et vous avez Villeray,
Saint-Léonard. Il est parti de Villeray-Saint-Michel, qui faisait partie du Sault-Récollet. C'était un assez grand territoire. Je reviens en arrière, regardez à quoi ça correspondait. Fait que Montréal-Nord se retrouvait, pour vous figurer, vous avez la rivière des Prairies ici, vous avez le fleuve Saint-Laurent, vous avez Laval ici. Là. Alors, le Sault-Récollet, c'est à peu près 12% du territoire montréalais. Alors, pourquoi ça s'appelait Sault-Récollet? Ça vient d'un événement qui s'est passé en 1625. C'est la noyade d'un père récollet qui s'appelait Nicolas Viel. C'est avant même la fondation de Montréal. Alors, parce que Montréal est fondé en quelle année déjà? 1642. Faut lever la main et faire des commentaires, OK? En 1642, Montréal est fondé, mais on connaissait déjà Montréal. En 1625, les religieux, les jésuites surtout, mais ils ne sont pas assez nombreux, fait qu'ils vont demander l'aide des récollets d'aller évangéliser les Autochtones. Ils vivent dans la forêt, on les appelle des sauvages. C'est l'homme à l'état pur, c'est l'homme près de la nature, donc pas corrompu par les vices de l'hommerie, l'alcool et tout ça. Donc, des sujets parfaits pour être évangélisés. C'est pour ça qu'elle allait les rencontrer le plus loin possible. Il y en a un qui s'appelait Nicolas Viel en 625, qui revient d'un voyage de l'Outaouais et il va se noyer dans les rapides de la rivière des Prairies. Et on va nommer la région en son honneur le Sault-au-Récollet. Sault en ancien français, dans des rivières, ça signifie des rapides. Récollet, c'est sa communauté religieuse. Il se noie aussi avec un personnage dont on ignorait le nom. C'était un Français dont on ne savait pas son nom, mais les Algonquins qui les accompagnent l'appellent Hawaïsik, qui signifiait petit vif et frétillant. Mais à force d'être mal prononcé, ça devient Rontic. Eh oui. On avait l'imagination. La première construction qui est dans le coin, c'est dans le coin de l'île de la Visitation, Papineau et Gouin. On construit un phare d'évangélisation. Le phare où on évangélisait les Autochtones. Ce phare-là, autrefois, il était sur la montagne. Si vous allez sur la rue Sherbrooke, dans l'ouest, là, je ne me rappelle plus c'est quelle rue déjà, au coin de quelle rue, mais il y a... C'est du phare. Du phare, c'est ça. Du phare et vous avez 2 tours de pierre. C'est là qu'était le phare d'évangélisation. Et éventuellement, on va faire déménager tout ça au nord de l'île pour les éloigner du vice des Blancs, de l'alcool et tout ça, pour faciliter la conversion. Alors, on construit un phare qu'on appelle le phare Lorette dans la région. D'ailleurs, vous allez dans Huntsic, il y a une rue à côté de la scierie de résidence qui est là-bas, qu'on appelle Fort Lorette. Se rappeler de la présence de ce phare-là. Vous allez à l'île de la Visitation, il y a un musée là-bas qu'on appelle Cité Historia. Vous pouvez approfondir vos connaissances sur l'histoire du Fort Lorette. Et un jour, la mission, on va la faire partir à Oka. Ils se déménagent à Oka et on va permettre à des Blancs de s'établir dans la région. Parce qu'avant, c'était un peu mal vu, parce qu'on ne voulait pas qu'ils communiquent le défaut des Blancs aux Autochtones. La première construction qu'on va faire, c'est entre l'île de la Visitation et Montréal. Un petit pont, en fait une digue sur laquelle on va construire des moulins. Des moulins qui permettent de fournir des choses essentielles à un village. Farine, bois pour les maisons, se loger, et aussi la laine pour se vêtir. On transformait la laine du mouton en fil. Alors, va commencer le cœur de l'histoire du Sault-Récollet. Tout ça, ça commence dans le coin de l'île de la Visitation. Et ça va finir par s'étendre. Sous le régime seigneurial, l'ancêtre des municipalités, alors le seigneur était forcé d'offrir moulin et aussi chemin. On va offrir un chemin aux gens pour se rendre au moulin, le boulevard Gouin, qui date des années 1730. C'est un chemin qui allait de Sainte-Geneviève, ou l'île Bizarre à peu près, jusqu'à Rivière-des-Prairies, dans les années 1730. Alors, le village Sault-Récollet commence à se créer. Il y a d'autres chemins anciens, le boulevard Saint-Michel aussi, et vous avez d'autres chemins. Vous avez la côte Saint-Michel qui était Jarry, 1699. C'est pas mal la trame sur laquelle s'établit le village. Vous avez le village principal sur Gouin, qu'on appelait le chemin du roi, et pour pouvoir communiquer jusqu'au sud, on utilisait Saint-Michel, et ensuite, en haut, il y avait Jarry, ce qu'on appelait la côte Saint-Michel.
Quand la mission de conversion d'Autochtones a quitté la région pour aller à Oka, on utilise le phare pour lieu de culte, pour prier, la messe et tout ça. Mais un jour, on se rend compte que ça devient trop petit. On va commencer la construction de l'église de la Visitation. Je ne sais pas si les gens vont être familiers avec l'église là-bas. C'est au coin Papineau, à peu près, et Gouin. C'est la plus ancienne église de Montréal. Ça, c'est l'illustration de qu'est-ce qu'elle avait l'air au départ. Elle avait seulement un seul clocher. D'ailleurs, elle a été construite par un monsieur qui s'appelait Charles Guilbeault, qui habitait sur un terrain ici. Exactement sur le terrain ici. Qui a construit une maison ici. Et un jour, on va la démolir pour construire celle-là, pour l'agrandir. D'ailleurs, de toute façon, quand on va parler des Lapierre, on va tomber sur le sujet. Vous avez une image de l'église de la Visitation. Quand on rajoute la façade en 1851, la façade qui a été faite par John Hostel. John Hostel, c'est celui qui a fait l'église Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Vous êtes familier avec ça. Et le bâtiment de la douane là, au musée Pointe-à-Calière. Il y a un petit résumé de ce que j'ai expliqué. Les moulins, l'église, sont le centre du village Sault-Récollet. C'est dans le coin de Papineau et Gouin. Et éventuellement, le village va s'étendre à l'ouest et à l'est. À l'ouest, on va appeler ça le haut du Sault. Pourquoi? Parce qu'on est dans le haut des rapides, dans les chutes. C'est en haut des rapides. Montréal-Nord a établi Montréal-Nord seulement depuis 1915. Avant ça, on appelait ça le bas du Sault parce qu'on était dans le secteur où les chutes cessent. Dans le bas du Sault, dans le bas des chutes. Il y a des vieilles choses du début de Montréal-Nord qui sont encore là. On va parler, il y a M. Larchevêque, tantôt, qui va nous parler des traverses et de sa famille. Vous allez sur la rue Larchevêque, on retrouve une maison qui a été grandement modifiée, mais elle est toujours là. C'est la maison du passeur, du monsieur qui faisait la traverse. Il y en existe une à partir de Laval, à partir des années 1760. À partir de Montréal-Nord, pour aller jusqu'à Laval, dans les années 1819, ça commence. C'est la maison qu'on voit aujourd'hui. Regardez les modifications. Il y a des gens qui... bon, on n'est pas là pour faire des jugements. Il y en a qui n'ont même pas de maison. Il y a l'aperçu de la traverse, tout ça. Mais on ne va pas trop s'étendre là-dessus, sinon M. Larchevêque n'aura plus rien à dire tantôt. Dans les vieilles familles du coin, on a des premières familles qui s'établissent ici, il y a des familles d'Alginet. Remarquez l'étendue à l'arrière. Hein? On est à Montréal-Nord. Aujourd'hui, Montréal-Nord est rendu bien urbanisé. On voit pas de champs nulle part. Là. Pour voir des champs, il faut regarder dans les livres d'histoire. Il y a la maison ici, la maison Brignon-dit-Lapierre. Ici, la maison, elle est bâtie vers 1770. Il y a eu une maison ici, comme je vous ai expliqué, construite par M. Charles Guilbeault. Et un jour, il va donner sa propriété à son fils Pierre. Pierre, comme son père Charles est constructeur de maisons, mais on ne connaît pas l'étendue de ses travaux, puisque à l'époque, les contrats, c'est poignée de main, il n'y a pas de contrat. Fait qu'on ne sait pas combien de maisons il a construit. On sait que par quelques contrats, des gros contrats de construction d'église, ce qu'il a fait. Charles le père, l'église de la Visitation. Pierre le fils, l'église de Sainte-Rose, quand vous allez à Laval. Ben, l'ancienne église de Sainte-Rose, plus celle qui est là aujourd'hui. Il y en a eu un autre avant. Et Pierre, lui, va construire la maison ici vers 1770. La vieille maison qu'il avait était rendue trop petite, elle était rendue avec 5 enfants. Alors, il a fallu en bâtir un autre. Vous savez, la soirée de hockey n'existait pas encore. Hein? Alors, la famille se faisait. Alors, la maison est bâtie ici. Et le milieu, à l'époque, est rural. C'est la campagne, c'est des agriculteurs. Quelqu'un qui a un terrain sur Gouin à cette époque-là, la dimension du terrain, ça allait de la rivière jusqu'à la rue industrielle. Pour ceux qui ne sont pas familiers, là, Sauvé, Fleury, dans ce coin-là. Voie ferrée. C'est des terres agricoles, donc on a besoin de terre pour pâturage. Hein, pour que les animaux mangent du gazon, fassent leurs besoins. Tout le monde a des animaux. Alors, c'est des immenses terrains. Et ça permet à l'homme, quand il est fatigué de sa femme, de marcher loin.
Pas de commentaires, il faut lever la main, s'il vous plaît. Alors, en 1912, la famille Lapierre va vendre la maison. Il y a 3 générations de Lapierre qui s'installent ici. Je vous ai parlé des Guilbeault, là. Ensuite, il y a des Lapierre qui s'installent ici. Et il y en a 3 qui vont vivre ici, les 3 générations. Et ensuite, la maison va être vendue et la maison va changer de style. Regardez la lucarne de la maison sur le toit. Ça marche pas. Alors, la lucarne... Ah, je pense que je l'ai. Alors, regardez la maison, la lucarne n'est plus là. Ça, c'est une photo de 1900. C'est probablement la photo la plus proche de l'état d'origine. Quand elle est achetée en 1914, on va transformer la maison en maison urbaine. L'entrée que vous avez empruntée, là, elle est ajoutée. Ça n'existait pas à l'origine. La lucarne, elle est ajoutée pour gagner de l'espace en haut et gagner aussi de l'éclairage. Parce que sinon, la maison de campagne, autrefois, les greniers, c'est pas habité. Grenier vient du mot grain pour le rangement du grain. La maison, avec l'apparence qu'elle a déjà eue, c'est celle que vous avez probablement connue si vous habitez Montréal-Nord depuis quelques années. Les matériaux ont changé. Ça, c'est pendant la période d'abandon. Il y a beaucoup de maisons anciennes de Montréal-Nord d'époque, sur le boulevard Gouin. D'ailleurs, il y en a même plus du régime français que dans le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Montréal, il y a eu tellement d'incendies, et c'était pas un milieu rural, les maisons étaient collées les unes sur les autres. Alors quand il y avait un incendie, tout prenait en feu. Alors, tandis qu'ici, c'est un milieu rural, les terrains, comme je vous ai expliqué, tous les gens étaient éloignés les uns des autres. Alors, quand il y avait un incendie, ben, il n'y avait pas de risque à se communiquer à l'autre. Hein. Alors, il y a beaucoup de maisons qui ont passé à travers l'épreuve du temps. Alors, il y en a beaucoup qui sont ici. D'ailleurs, l'ancien territoire du Sur-Récollet, ce que je vous ai décrit, c'est l'endroit où on retrouve le plus de maisons anciennes des années 1700 et 1800 à Montréal. Donc, le boulevard Gouin a une valeur historique indéniable. La photo que vous voyez là, c'est la première, on va dire, signe que la partie qu'on appelle le bas du saut, un jour va se détacher pour devenir Montréal-Nord. La commission scolaire du Sur-Récollet, c'est trop loin à aller à l'école. Les gens commencent à avoir besoin des choses et ils vont commencer à créer leurs propres institutions. Ça commence par une commission scolaire en 1842. Connaissez-vous le parc Aimé-Léonard? Bien entendu. Oui. Juste en face ou pas loin, là, vous avez cette maison-là. C'est l'ancienne école du village. Hein? On se rappelle que les enseignants à l'époque, ça l'enseignait aux grands, aux petits. L'enseignante faisait le ménage de l'école, coupait le bois puis le chauffage. Et souvent, c'était une femme parce que ça coûtait moins cher qu'un homme. Les écoles du milieu, ça c'est plus dans le 20e siècle. Les écoles Sainte-Gertrude. Parce que ici, vous êtes allé à cette école-là, qui était à cette école-là? L'école Vienne. Vous avez l'école Saint-Vital, qu'on a appelé aussi l'école Germain-Valade, qui était juste à côté du pont, qui a été démolie des années 80, 70. Un des premiers signes d'urbanisation de la région du Nord, c'est le tramway. Ça, c'est le métro Henri Bourassa. Alors, c'était le lieu où le tramway qui venait du nord, du sud, pardon, qui avait parcouru Saint-Denis et à un certain moment donné, avait pris la rue de Mélune pour descendre jusqu'à Gouin. On retrouvait cette cabane-là. Oui, jeune homme. Il y a une école, je pense que à peu près personne connaît, l'école Aimé-Léonard. Oui. Elle était sur Gouin, près de la Côte-d'Ail. C'est ça. 5700, dessus de la côte. Très en côte. On enseignait à quel niveau, ça? On enseignait primaire. C'était en honneur du maire des... Ma mère était allée de cette école-là. Et c'était quelle communauté qui enseignait? Non, c'était des laïcs. C'était des laïcs? Des laïcs. C'était en honneur du maire Léonard. J'étais sur le terrain, il y avait les 2 poteaux luminaires qui étaient là. Le maire Aimé Léonard demeurait pas loin de là. Ah.
Merci beaucoup. Puis est-ce que c'est pour ça qu'il a appelé le FAT dans ce coin-là, le parc Léonard? Exactement, oui, l'heure du maire. OK. Le tramway qui couvrait juste Huntsic au début, à partir de 1894, ben, c'est le tramway numéro 24. Il arrêtait à la rue Émile, qu'on connaît aujourd'hui comme la rue Gigi Gagné, près de Saint-Michel. On va construire ensuite, en 1908, cette petite salle d'attente. Que les gens puissent enfin transférer sur une nouvelle ligne de tramway qui va partir de là pour se rendre jusque dans Montréal-Nord, jusqu'à Pigeon-Égouin. Le 40 que vous voyez ici. Le 40 qui va être retiré dans les années 50 pour un autobus qui va s'appeler le 40. Et cet autobus-là, un jour, on va changer son numéro, ça va être la 69 Gouin. Fait que le tramway 40, c'est le grand-père, on pourrait dire, de l'autobus 69 Gouin. C'est avec celle-là que je suis arrivé ici tantôt. Le terminus était à côté du parc Émile-Léonard. C'est à l'origine la vue qu'on aurait eue. On appelait cette gare Saint-Vincent car ça permettait d'emprunter le traversier qui allait à Saint-Vincent-de-Paul par la suite. Parce que si vous allez sur le bord de l'eau, dans ce coin-là, vous allez voir, pas loin, il y a l'église de Saint-Vincent-de-Paul. On a devant nous le village de Saint-Vincent-de-Paul. Ça, c'est la photo la plus connue. C'est là où que le tramway terminait sa route. Vous avez... Le Reagan, en fait. Il a changé les commandes de bord, puis il fait de l'autre. Vous voyez à droite le cinéma Régal, vous avez les rails, la salle d'attente. Regardez le tramway qui passait sur Henri Bourassa. Henri Bourassa qu'on appelait à l'époque la rue Émile, pas Émile, Ferrat. Ça, tantôt, quand je vous ai montré, regardez, les rails, là, aujourd'hui, vous allez au coin Pigeon-Égouin, vous avez une grande étendue de terre, la bande de terre, là, de gazon, pardon. C'est là qui sont les... C'était par là qu'arrivait le tramway. Ça, c'est entre Gouin et Léger. D'autres, la même, avec un peu plus de recul, là. On est sur Gouin et on voit la rue Pigeon. Et ça monte jusqu'à Léger, un peu plus loin à Henri-Bourassa. C'est là qu'on retrouvait les rails de tramway. L'intérieur de tramway, une grande suscité d'une photo de M. Larchevêque, j'ai été voir. Le maudit boulevard Pineuf. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Marius. Quand on l'a construit, Montréal-Nord n'en voulait pas ce chemin-là. On se servait de Saint-Michel pour aller au sud. On n'avait pas moins ce chemin-là. Montréal-Nord, c'était une petite municipalité. Alors, c'est la ville de Maisonneuve qui veut construire un beau chemin avec des arbres, avec de la verdure. C'est une ville industrielle avec des idées de grandeur. On veut un chemin interurbain qui se rend jusqu'à la rivière des Prairies et le fleuve. Avant 1915, ça se rend seulement jusqu'à Rosemont à partir du fleuve. Alors, en 1915, la ville de Maisonneuve et son architecte, Marius Dufresne, que vous voyez ici, Château Dufresne, qui vous êtes déjà allé, lui, il obtient du gouvernement que ce chemin-là, il va le bâtir, peu importe, même si les municipalités en chemin ne le veulent pas. Alors, il va bâtir ce chemin-là et les municipalités ils vont être obligées de le faire. C'est une ordonnance du gouvernement. Et la municipalité de Montréal-Nord va devoir emprunter 210 000 pour construire ce chemin-là. Et plusieurs années après, la ville est endettée à cause de ce chemin-là. Le gouvernement du Québec va trouver que la municipalité de Montréal-Nord et celle de Saint-Michel est complètement incompétente pour diriger ses finances. La ville de Montréal-Nord, à cause de ce chemin-là, va être mise sous tutelle par la province. Tenez-vous bien, de 1921 jusqu'en 1958. Fait que Marius Dufresne, on ne l'avait pas bien. D'ailleurs, son chemin, il se voulait aussi une manière d'amener l'urbanité à la ville et de transformer les grands terrains agricoles en petits lots sur lesquels on va construire des maisons. Ce plan domiciliaire-là, on l'appelait le plan Svastika. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une Svastika, c'est la croix gammée. Hein? Mais qu'est-ce que ça voulait? À cette époque-là, ça ne voulait pas dire ce que ça voulait dire ou dans le temps des Allemands. Là, hein? C'est un symbole de mouvement perpétuel de la vie. Mettons que les Allemands ont scrappé le symbole après la Deuxième Guerre mondiale.
En 1915, c'est la création de la municipalité de Montréal-Nord. Son premier maire, qu'on voit ici en photo, c'est Joseph Boyer. L'Hôtel de Ville, 1917, qui est juste en haut ici, là, de la pente, qui était sous le terrain. Le même terrain que les Lapierre. En passant, vous savez, la construction de l'Hôtel de Ville, il y a une petite anecdote avec la commission scolaire, on va voir tantôt. Les premières paroisses qui arrivent ici, rappelez-vous qu'avant les années 20, les gens allaient à l'église de la Visitation. Ils se rendaient là-bas et comme dans le texte où on décrit, il y a des gens parfois qui devaient se réchauffer en hiver en mettant des briques chauffées à leurs pieds, hein, avec une couverture, ils se rendaient jusqu'à l'église du Saut-Récollet. Ou sinon, il y en a qui trichaient, ils allaient à Saint-Vincent-de-Paul en été, ils traversaient de l'autre côté. Alors, mais dans les années 20, commence à naître un désir d'avoir ses propres institutions aussi religieuses. En 1917, il y a une petite chapelle qui était construite sur Gouin et l'Archevêque. M. l'Archevêque pourra nous en parler tout à l'heure. Et il va y en avoir un autre dans les années 20 dans le même secteur, Gouin et Pigeon. Mais c'est en 1925 que la première paroisse dans Montréal-Nord est érigée, c'est la paroisse Sainte-Gertrude. Même année, on construit l'église sur Sainte-Gertrude. Monsieur, vous remarquez que l'école Saint-Léonard, elle est notée, non? L'école Léonard, elle est notée sur le document. Regardez, juste regardez en bas. Germain Valade, Saint-Vital, puis à l'école Léonard. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Ça, c'est l'église Sainte-Gertrude. Non, ça, c'est l'église Saint-Gertrude. Oui, oui, oui. Saint-Vital, c'est... on fait une desserte en 23, mais la paroisse naît en 26, et en 27, on construit l'église pour 75 000 $. Une autre chose importante dans la région, c'est le barrage hydroélectrique, construit de 1928 à 1930. C'est le patron qui avait les moulins à l'île de la Visitation. Il y avait une entreprise, à cette époque-là, de carton. Il va ériger la centrale, et ça, c'est une photo d'archives d'Hydro-Québec. À l'époque, c'était la Montreal Light and Power. Alors, on peut voir sur l'illustration, ça, c'est une vue à partir de Laval. Il y avait un petit chemin de fer. Regardez, il y a un petit train ici, là. On voit la boucane, il amène les objets. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une boucle, ce qu'on appelle un bâtard-d'eau. Et une fois bouclé, une fois fermé, on va vider l'eau en l'intérieur pour mettre du ciment, pour faire la construction. On se rend d'une rive à l'autre comme ça. Ça prend 2 ans à construire. L'autre photo d'archives. Le pont Pie-Neuf est construit en 1937, on est en pleine crise. Oui. C'est une manière de créer de l'emploi lors de la crise. Mais c'est un projet qui est initié par un député de Laval. Alors les gens de Montréal-Nord ne vont pas bénéficier des emplois. À l'origine, le pont Pie-Neuf s'appelait le pont Le Caron. Parce que le premier à avoir fait une messe à Montréal, c'était un récollet qui s'appelait Joseph Le Caron en 1615. Une vue de la construction, on voit une jeune fille qui pose pendant la construction du pont Pie-Neuf. Ça, c'est des archives qui viennent de la Société de Montréal-Nord. C'est un petit tour d'histoire, j'ai fait rapide, l'histoire de la région. Je vous ai présenté un peu dans l'ordre M. Lapierre, l'archevêque, les chrétiens, et M. Chalut. On va commencer par les Lapierre, tiens. M. Lapierre, Jean-Jacques Lapierre, on a déjà fait une activité avec vous déjà à 2 reprises. Exact. Fait que, essayez pas de faire des nouveautés. Vous pouvez rester dans les vieilles recettes, ça marche aussi. Hein? M. Lapierre, votre famille, le lien avec Montréal-Nord, c'est quoi? C'est quoi votre vie à Montréal-Nord? Peut-être en 2-3 minutes. D'accord. Alors, vous voyez sur la photo ici, vous avez la photo de mon père, Roméo. Au centre, c'est Roméo. Aldéric à gauche et à droite, c'est Gérard. Les 3 sont nés dans cette maison ici. Et Gérard, à droite, est né le jour du déménagement en 1912, tout simplement. Alors, les Lapierre ont été très impliqués, surtout comme agriculteurs et comme contracteurs. Tous les Lapierre, les maisons des Lapierre sont toutes bâties en maison de pierre, avec de la pierre. Ils ont travaillé à l'église de la Visitation, ils ont travaillé à tous ces endroits-là. C'était des contracteurs, des agriculteurs. Ce n'étaient pas des bons hommes d'affaires. Ils ont été impliqués dans Pigeon et Drapeau,
naturellement, au départ, parce que c'est Arthur Pigeon avait marié une Lapierre, naturellement, il avait bon goût, il avait du goût. Alors, il avait marié une Lapierre, alors c'est ainsi de suite. Les Lapierre ont travaillé longtemps chez Pigeon Drapeau. Mon père, peut-être 27 ans de temps, et d'autres un peu plus longtemps. Alors, ils ont été pas mal impliqués. Personnellement, j'ai été pas mal impliqué ici à Montréal-Nord, parce qu'au tout début, il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait absolument rien. On était jeunes. Alors, on a commencé, il y avait Armand Després qui organisait des activités un petit peu au Parc Léonard, des tombolas à ce moment-là. Il y avait des petites soirées. Il y avait ensuite Gérard Savard qui organisait des activités. Et puis moi, j'étais le dernier à organiser des activités au Parc Léonard, des soirées d'amateurs. Et lorsqu'on faisait une soirée d'amateurs, c'était plein de monde qui était... J'allais sur le perron d'église le matin et j'annonçais à vive voix, venez ce soir une grande... On criait ça. On n'avait pas d'argent pour faire réclamer des choses. Alors on criait sur le perron d'église, venez ce soir une belle activité intéressante. Venez nous voir, vous allez avoir du plaisir. Alors les gens venaient et c'était plein de monde. Alors j'étais le dernier de cet honneur-là à faire ça. Et la vie ici, la famille, c'était l'autosuffisance. Tout ce qu'on faisait, on avait l'île Lapierre, l'île aux Fesses qui était à nous autres, et puis on traversait les autos, on avait converti ça naturellement en classe d'été. Ça, c'est le 4315 boulevard Gouin, ici à côté. Puis vous voyez la famille ici, j'ai des photos plus précises. Vous voyez la famille, comment c'était. Alors, c'est tout de suite après le mois d'août qui ont déménagé. Gérard était né, c'est probablement en 1915. D'ailleurs, votre cousin est là ce soir, il est caché dans le fond. Ici, en arrière. Oui, Robert, qui a fait partie des premières soirées de causerie. Qui était là. Alors, d'ailleurs, Robert nous avait raconté déjà qu'il y avait eu une visite spéciale ici. Là. Robert est né dans cette maison-là. Robert est né dans cette maison-là. Et puis, il l'a vendu récemment, ça fait pas si longtemps, peut-être 7-8 ans, Robert? Moi, je ne suis pas né dans cette maison-là. Non, en arrière. Il y avait une petite maison à côté, qui avait été construite parce que Gérard vivait à côté, alors il s'était bâti une petite maison à côté. Parce qu'il faut dire qu'au deuxième étage, Alphonse, qui était pris de sclérose en plaques très grave, était devenu complètement invalide. Alors, c'était Gérard qui s'en occupait, puis s'occupait de la maison. Donc, c'était... Il y avait un escalier à l'intérieur. C'était à l'intérieur. Parce qu'à l'origine, on voit sur la photo qu'il n'y a pas d'escalier. C'est ça. On en a rajouté une. Pour les curieux, on l'a restauré, on l'a ramené à cette apparence-là. C'est ça. Et à l'intérieur, il y avait un escalier avec une trappe qui ouvrait. Et puis, Alphonse, qui était un homme extraordinaire, un homme d'affaires, c'est lui qui avait vraiment mis Pigeon et Drapeau sur la carte. Il avait marié une petite Germain. La petite Germain, ici, la maison des Germains, c'était tout à côté, c'est en face de la rue Hôtel de Ville. C'était une maison jaune. Et puis, il y avait Rosario, qui était son frère, qui travaillait chez Pigeon et Drapeau, qui a travaillé longtemps chez Pigeon et Drapeau. Parce que, comme entreprise, Pigeon et Drapeau, c'était la seule entreprise qui fonctionnait. Il n'y avait pas. Ensuite, il est arrivé Thomson, que M. Proulx connaît bien, la famille Archambault connaisse bien. Il est arrivé certaines entreprises. Mais au début, il y avait Vita Yogourt qui est arrivé par après. Mais si je parle de ce moment-là, la famille Lapierre s'organisait comme ça. Et nous étions autosuffisants. Nous avions la terre ici parce que même si la terre avait été vendue, elle nous avait été laissée pour opérer. Alors, on cultivait les pommes de terre, les carottes. Mon grand-père cultivait les pommes de terre, les carottes pour lui-même. Et puis nous autres, dans notre résidence, moi je demeurais sur la rue Lamoureux, 12 062 Lamoureux. Alors c'était remarquable. On avait nos poules, on allait chercher le bois aux îles, puis on transportait le bois. Écoutez, tout ici au Côte-d'Or, hein, tout ici à la main. Alors on travaillait fort. On travaillait, vous ne pouvez pas imaginer comment c'était. Et alors, regardez la photo ici en face des glycérides, regardez les dalles en face, 2 dalles. Alors, les trottoirs étaient faits avec des dalles semblables ici sur le boulevard Gouin. C'était 2 dalles qui étaient sur le côté de la rivière, et puis ça continuait comme ça, juste ça. Alors, moi, je n'ai pas connu les trottoirs. Ça, c'est vous, ça? Pardon? Ça, c'est Alphonse. C'est Alphonse, Alphonse, non, pas encore. C'est en 1900, ça, c'est en 1900. Probablement vers 1920, celle-là. Je sais que la date est marquée en quelque part. Vous voyez tout à fait à gauche, Alphonse le père. C'est ça, Alphonse le père. Et vous avez un petit peu en arrière, vous avez M. Drapeau, qui est le grand en arrière, c'est ça, M. Drapeau de Pigeon et Drapeau, qui est là.
Et des choses remarquables, vous savez, quand vous avez des photos de famille comme ça, de mariage, vous allez remarquer peut-être les conflits de famille. Alors, je vois aucun des pigeons sur la photo. Alors, ça me dit comme un année, le diable était pris dans la famille. Fait que ça chicanait, c'était pas ça, c'était notable. Ça chicanait, alors, il n'y a pas de pigeons là-dedans. Et pourtant, un petit peu avant, c'est la même chose sur la photo de noces de mon père. À un moment donné, les pigeons ne sont pas là. Puis pourtant, l'année d'avant, on se sortait ensemble, ils avaient beaucoup de plaisir. C'était comme ça. C'est la bière, votre enfance, c'était quoi, Montréal-Nord? Mon enfance, vous parler de votre enfance? Oui. Mon enfance, moi, j'étais à l'école Sainte-Gertrude, première, deuxième année. Sœur Sainte-Juliana et sœur Sainte-Rose du Crucifix. C'est des beaux noms, quand même. La première et deuxième année. Et puis, l'école, le mois d'année, on ne manquait pas. Écoutez, c'était 185 jours d'école. Et quand on manquait 2 jours d'école, là, c'était le maximum. OK? Et puis, c'était profondément religieux. La religion, le curé Chabot. Le curé Chabot, puis la madame curé. Madame curé, ça dit qu'on emmenait large. OK? On en a ça. Madame curé. Madame curé, elle emmenait du laurier, parce que c'était sa bonne. OK. C'est la servante. La servante, quand on dit qu'il était couché la véranda, c'était pas le nom de la servante. C'était pas le nom de la servante. Alors, Madame curé, elle emmenait large pas mal. Puis le curé pouvait se permettre à l'église de dire, de chialer contre les gens à un moment donné qui allaient danser au Chalet Blanc sur le boulevard Pineuf. Les gens allaient un lieu de perdition, allaient danser. C'est quoi ce Chalet Blanc? Pardon? Une salle de danse. Chalet Blanc, c'était une salle de danse qui allait sur le boulevard Pineuf, tout près de la rue Moncelet. Oui, situé là-bas. Tout près de la rue Moncelet. Et puis, c'était un lieu de perdition. Café du Nord. Non, l'autre côté. Et M. Chrétien a été de ces méchants. Regardez comment ça a retourné, que ça donne. Alors, il a été de ce genre-là. Alors, c'était profondément religieux. On était obligé d'aller au vêpres le dimanche. Et puis, la confession, si tu n'allais pas comme le premier vendredi du mois, on venait te voir. On t'a demandé qu'est-ce qui arrive. Alors, si tu n'allais pas comme le premier vendredi du mois, il fallait être à la confesse. Puis, on te demandait s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Bon, c'était pas facile. Il y en a qui pissaient dans leur culotte, tellement qu'ils avaient. C'est la bière. Adolescent, vous avez commencé à travailler un petit peu? Moi, j'ai toujours travaillé. Écoutez, on était très ambitieux. J'ai travaillé. Il y avait monsieur. D'abord, on était travaillant. Je crois que vous m'avez parlé un peu, vous avez travaillé dans des fermes. Oui, chez les fermes. J'ai travaillé d'abord chez Corbeil, la rue Corbeil. Il y avait Corbeil, d'abord, il y avait les Fortins, les Dagenet, les Corbeil, les Vinet. C'était tous ces gens-là. Et on allait travailler, vendre des fleurs. Moi c'était Corbeil, c'était les fleurs, surtout les glaïeuls. Les glaïeuls, j'étais bon vendeur pour ça. C'est là que j'ai appris à vendre. Bon. On allait à marcher. On se doute pas que vous avez été vendeur. On se doute pas que vous avez été vendeur. Non, mais j'avais du plaisir à vendre. Écoutez, tout ce que je peux avoir fait au marché, écoutez, ça prendrait toute une soirée pour faire ça. Mais j'ai eu du plaisir, j'ai appris à vendre. Alors, j'allais vendre pour Corbeil. Et puis aussi, des fois, il y a des... parce que chez Corbeil, je ne travaillais pas tout le temps. Je vendais pour M. Vallière. M. Vallière fait les pubs au mois de Hainaut. Il y avait son club de fer qui existait. Alors, chez M. Ça, c'était agréable. Alors, on allait. Quand vous parliez de... Quand vous avez travaillé... Parce que moi, je les ai rencontrés, j'ai fait une petite rencontre préparatoire. Et M. Lapierre, vous me parliez quand vous faisiez la récolte, vous alliez vendre ça... Vous alliez vendre ça dans les marchés? Oui, au marché Jean Talon, marché Atwater, on allait un peu partout. Quelles années, ça? Écoutez, c'est à partir des années, moi, je devais avoir une douzaine d'années, 47, 48, tout de suite après la guerre, parce qu'au-dessus après la guerre, il faut dire qu'on a vécu la guerre, 39-45, c'était la guerre. Même je suis né en 1936, j'ai l'air jeune, j'ai l'air beaucoup plus jeune, là. Mais je suis né en 1936. Je suis né en 1936, mais en 1945, vous savez, la fin de la guerre, on avait subi les coupons de rationnement. Alors pendant la guerre, c'était rationné. Il nous fallait des coupons pour acheter ça. Mais tout le monde avait, on avait nos passes pour acheter sur le marché noir. Il n'y a personne qui était ça. Il n'y a personne qui a crevé de faim ici à Montréal. Mais on était autosuffisants. Disons qu'on avait notre grand jardin, par exemple. Écoutez, notre grand jardin autosuffisant. Puis mon grand-père, c'était les carottes et les pommes de terre. Nous autres, c'était notre jardin avec nos poules, tout ça. Son père, le père
Gérard Robert ici avait son mouton qui constituait, puis même qu'on a déjà eu des parts, on était autosuffisants. Les vidanges, qu'est-ce qu'on faisait avec les vidanges? Il n'y en avait pas de vidange. OK? Il n'y en avait pas de vidange. On compostait. Tout était utilisé. Tout était utilisé. Puis quand on avait un camion de vidange qui passait, alors c'était le corps à vidange qu'on avait, était vidé dedans tout simplement. C'était porté en arrière de chez Corbeil. Il y avait en arrière de chez Corbeil, à un moment donné, c'était là. Juste pour revenir à la guerre, là, oui. Vous aviez des souvenirs précis? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de la guerre? Y avait-tu des placards à Montréal-Nord? Oui, à 9 h, à un moment donné, il fallait rentrer. Sinon, c'était d'abord Curé Chabot se serait pêché son veillet trop tard. Ensuite, ben, il y avait un blackout, on était obligé de rentrer à 9 h, puis et on fermait les lumières à certains moments donnés. Pas toujours, là, mais il y a des moments où on nous disait de fermer les lumières. Puis il n'y avait pas de télévision, hein, c'était la radio. Non. C'était la radio, il y avait le hockey. Et puis le hockey, c'était Richard, Blake, Clack et Richard. Et puis j'allais acheter des billets. Écoutez, on était actifs, hein. On était actifs. J'allais acheter des billets au forum le samedi matin pour des billets. Ça me coûtait 3 $ chacun des billets, hein, 3 $. Et j'allais avec le dentiste Pelletier. Le dentiste Pelletier, vous avez connu, hein, le dentiste Pelletier. Alors j'allais avec le dentiste Pelletier qui m'emmenait, lui, sa femme. On allait voir le hockey, peut-être 3 piastres de billet. Ça a changé, hein? À ce moment-là, écoutez, c'était Michel Normandin qui faisait la description du hockey. Alors, Michel Normandin, souvent, il y avait des bagarres, hein? Il aimait ça, puis il y avait des bagarres. Mais ce que j'ai su par après, par des gens, la bagarre souvent était finie depuis 1 minute, puis Michel Normandin commençait, ça me donnait encore des coups. Alors, il prolongeait la bagarre, lui, c'était assez drôle. Allez, tout ce qu'on pouvait faire à la radio, personne ne le voyait. Fait que, à défaut d'image, on a quelques-unes ici. Oui, vous pouvez les commenter. Ah, ça, c'est l'Archevêque qui vont connaître ça, hein, Robert? Oui, ça, c'est... L'Archevêque vont connaître ça, c'est... Ça, c'est de l'Archevêque, Alfred, oui. Alfred, c'est Alfred de la Pierre avec Agnès, hein? Pendant que vous parliez, je vais vous faire réparer. Aline, avec Aline. Okay. Alors ça, c'est le boulevard Point. Et vous voyez, à droite, c'est le côté de la rivière. Regardez les dalles, Monet, c'est des dalles, c'est des dalles doubles qu'il y avait, on s'en allait. Alors c'était comme ça. Et puis, pas loin, en s'en allant, quand j'allais, parce que première, deuxième année, j'ai fait Saint-Gertrude, après ça, j'étais à l'école Saint-Vital. Et on marchait, on s'en allait sur le boulevard Point. Et il y avait des beaux chênes sur le boulevard Point. Et il tombait des glands après ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'on faisait avec les glands, les jeunes? Hein? Il y avait des bombardements. Ah, c'était majeur, c'était assez intéressant. Surtout entre ici et la rue Balzac, des beaux chênes à un moment donné, puis c'était des beaux glands. Un peu plus loin, c'était les Noix Longues. Alors, il y avait la terre de M. David, qui était au coin de Balzac aussi, hein, qui était assez intéressant. Alors, vous voyez ça. Hey, regardez l'île! Alors, je vous rappelle vous avez des commentaires des fois, hein? Oui. Je n'ai pas d'embarquer. Alors, ça en passant, proche du pont de la 25, il y a une île qu'on appelle l'île de la Pierre. Dans les nouvelles, ça a fait les nouvelles il y a 2 ans, là, où il y a eu un scandale, il y a quelqu'un qui a eu des subventions gouvernementales pour en faire un remblaiement soi-disant biologique. Là. Alors il a juste mis de la scrap, puis c'est au fait contraire à quelque chose de biologiquement viable. Mais c'était un endroit de villégiature. Oui. On allait chercher le bois en premier là-bas. Et puis, le bois était tout fait au Canada, mais on avait fait une petite... on s'était bâti 35 chalets. Oh, c'était des chiottes, ça se peut pas. Mais ça fait rien, ça opérait, ça fonctionnait. Alors, vous voyez que mon père et moi, on traversait ça à la main. Alors, d'accord, vous voyez le bateau. Et tout ça avait été conçu par les Lapierre. Les Lapierre étaient des contracteurs, étaient vraiment des gens formidables pour ça. Gérard était vraiment un initiateur. Mon père, un bon travailleur, puis Aldéric, vraiment très, très habile. Alors, vous voyez, là, qui sortait, qu'on traversait une auto, probablement les années 1950, ça. Probablement 1950. Il y a eu des chalets sur cette île-là jusqu'à 35 ans. 35 ans. Pendant combien de temps? Pendant une dizaine d'années, oui. En passant le bac, puis traversant la voiture, là, il était bâti sur le terrain ici. Oui, il était bâti sur le terrain ici et transporté jusqu'à là-bas, oui.
Et c'était pas long, mais il fallait traverser ça à la main. C'était dur. Regardez, j'étais pas si gros, hein, quand même. J'étais un beau garçon, mais j'étais pas gros. J'étais modeste aussi dans le sens. Qui a fait cette brise? C'est Fio. C'est la pierre. OK. Juste une petite affaire. Les gens se demandaient à un moment donné où était le puits ici. Ils cherchaient le puits. Il n'y en avait pas de puits. Il n'y en avait pas de puits. Ah oui. On allait chercher l'eau à la rivière. Ah oui. Et ça, c'est authentique. Ça vient d'ici. Ça servait ici. OK? C'est authentique. Ça, c'est soit on conserve avec. Juste en passant, quand je travaille. Ça, en Italie, on s'en servait pour les animaux. C'est ça. Ah oui. Ouais. En passant, tout à l'heure, quand je parlais de la maison ici, je me rappelle la première activité avec les deux Lapierre qui sont là. Il y avait le frère André qui avait été dans la maison ici Au deuxième. à 2 reprises. Oui. D'ailleurs, Robert a conservé chez eux un tabouret sur lequel il s'est assis. Je pense que tu as même gravé dessus. Non, ça a été même gravé ça, en 34. Ouais. Au mois de juin, je pense que c'est le 13 de juin 34. Okay. Ça avait été graffié avec un clou à l'époque. C'est qui avait été malade déjà? C'est le frère de mon père, Alphonse, celui qui demeurait au deuxième. Il y avait celui qui avait la sclérose. Puis moyennant une généreuse de donation, le frère André est venu. Ça n'a pas valu grand-chose. Tu pourrais au frère André, excusez-moi. Mais est-ce qu'il était le frère André à ce moment-là ou simplement le portier de l'oratoire? Il était le frère André, déjà il faisait de l'argent. Ça, il transportait pour. Il récoltait beaucoup d'argent. Et quand il transportait comme ça, c'était pas le frère André qui demandait de l'argent parce que lui, il était niaiseux pour elle. Tu sais. Fait que, non, c'est vrai, c'est un vieux notre. Mais il y avait d'autres frères qui savaient mieux collecter que lui. Tu sais. Alors, qui savaient mieux collecter que lui. Alors, merci, M. Latin. C'est un voluble, M. Latin. Notre second invité, c'est M. André Larchevêque. Lui, vous n'êtes pas obligé de faire des step-up comme lui. Vous savez, M. André Larchevêque, c'est un descendant des opérateurs de la traverse qu'il y avait sur la rue Larchevêque. Il va en parler d'ailleurs. Alors, peut-être nous raconter, vous êtes né en quelle année, quelle école vous avez fréquenté. Peut-être y aller chronologiquement, là, dans le temps de votre enfance. C'est ce qu'on a fait chez vous là, cette semaine. Okay. Je suis né en 1934. Je suis né sur la rue Larchevêque. Mon père, c'était Alfred Larchevêque. C'est un courtier en assurance. J'avais mon oncle Silvio. Puis, il y avait Silvio, puis Paul Larchevêque. Que quand mon grand-père Euclide Larchevêque, qui est mort en 1922, c'est eux autres qui ont pris la traverse. Parce que la traverse, elle a existé par rapport qu'il n'y avait pas de pont neuf. Ceux qui s'en allaient à Saint-Vincent-de-Paul, il fallait qu'ils passent par la traverse ou venant par le pont Viau. C'était un pont en bois, qui avait été construit. Puis eux autres, mais de Saint-Vincent-de-Paul, ils venaient avec le tramway 24, ils débarquaient à Annecy. Puis de là, ils venaient jusqu'à. Quand même, s'ils venaient jusqu'à Gégé-Gagné, il n'y avait rien de traversier, à part de l'église du Saut-Récollet. En arrière de l'église du Saut-Récollet, il y a des îles de visitation qui sont là, puis il y avait comme des ponts qui faisaient jusqu'à Laval. C'était un petit pont. Ben, par contre, quand. C'est quoi vos premiers souvenirs d'enfance de la traverse? Avez-vous des souvenirs? Ben, moi, la traverse, je l'ai connue peut-être. J'avais 6-7 ans, quoi. Parce que c'était Silvio, puis Paul. Paul, c'était mon paré. C'était eux autres qui s'occupaient de la traverse. Avez-vous travaillé un petit peu dessus? Non, je n'ai pas travaillé pour eux autres. Vous avez embarqué dessus au moins une couple de fois, oui, j'arrivais qu'on allait à Laval plus tard. On allait à la piscine du collège Laval, quand il était construit.
On allait se baigner là. C'était à peu près la seule piscine qu'il pouvait avoir. Dans l'arrondissement de Moyen-Nord, il n'y en avait pas. Ça, on faisait ça. Bien souvent, on a appris à nager. Bien souvent, si Guy Lachavette serait ici, il vous dirait qu'il traversait la rivière en nage. Ah oui? Oui. C'était pas une gageuse. Lui, il disait, parce que si on traversait la rivière, on avait des chalots. On laissait le chalot passer Saint-Paul, on allait se baigner. En venant, on arrêtait à la pâtisserie, la boulangerie de Laval, pour s'acheter un pain chaud. On mangeait ça, le pain chaud. C'était bon dans ce temps-là. C'était la mode chez Rondeau. Moi, chez Rondeau. Puis après ça, on m'a rendu sur le bord de l'eau. Lui, il arrivait et il disait, ben, là, je m'en vais à nage. Et la nage, la rivière, il y avait du courant. Donc, il s'en allait, il dérivait tout le temps. Puis nous autres, on le suivait au cas où qu'il pognait une crampe ou n'importe quoi. Mais il traversait la rivière. C'était un gars qui aurait pu faire 2 fois, puis 3 fois la largeur de la maison, comme vous ici, en dessous de l'eau. Il y avait, je ne sais pas, une manière d'avoir sur la respiration. Il faisait de la plongée sous-marine. Il a toujours été dans le sport. Il a ouvert un club de yacht club. Sur la rivière des Prairies? Non, lui, il l'a fait au bout de la rue de l'Archevêque. Ah, OK. Il avait installé un quai, puis il faisait des yacht clubs, des concours de vitesse et de bateaux. Puis nous autres, dans le temps que je me souviens, dans ce temps-là, il y avait à Saint-Vincent-de-Paul un monsieur qui avait un bateau avec un moteur de voiture. Il avait fait ça, un bateau de même. Puis on l'appelait Spit Bernier. Lui, il restait sa rue du collège. Puis lui, quand il arrivait avec son bateau, il embarquait dans la rue, ça passait. C'était à peu près le plus fort qu'il y avait dans le bout, là. Parce qu'il y avait beaucoup de bateaux dans ce temps-là. Il y avait du va-et-vient, des chaloupes, parce qu'il y en avait qui allaient à la pêche. Fait que c'était commun pour les gens de Montréal-Nord d'aller à Laval, Saint-Vincent-de-Paul pour utiliser les infrastructures sportives, par exemple? Comme Mais sportif à Saint-Vincent-de-Paul, c'était juste le collège de Saint-Vincent-de-Paul. Collège Laval. C'est lui, le collège de Laval qui a été le premier avec les Jésuites, je pense. Non, Les frères Saint-Viateur en 38. Sur l'instant, il y a un petit commentaire qui est du fond. Parce que la traverse a servi à beaucoup d'employés qui travaillaient au pénitencier. Oui, parce que tous les employés permanents, ils passaient par la traverse. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas passer par le pont Viau. D'ailleurs, pendant la crise économique, à partir de 1929, Saint-Vincent-de-Paul avait exigé que les gardiens déménagent à Saint-Vincent-de-Paul parce qu'à l'époque, les premiers moments de la crise, c'était les municipalités qui entretenaient les chômeurs. Fait que Saint-Vincent-de-Paul ne voulait pas avoir des chômeurs, voulait avoir des gens qui étaient au travail. Alors, il y avait quelques gardiens qui habitaient Montréal-Nord, ils avaient exigé qu'ils traversent, qu'ils aillent habiter à Saint-Vincent-de-Paul. Ouais. Monsieur, il y avait les écarts aussi qui attiraient bien du monde. L'hôtel des écarts, oui. Il y avait des filles, là. Oui, un autre commentaire. Oui, la traverse, il y avait une cloche de l'autre côté quand vous voulez avertir monsieur. Et là, il y a des petits gars qui étaient tannants un peu, ils sonnaient à la cloche, puis ils s'en sauvaient. Je ne dirais pas ce que Silvio disait. Ah oui, oui, oui. Il disait bon, il ne disait pas grand mot. Il faisait sentir sa Il était catholique. Fait que vous, enfants, vous avez été aux écoles du quartier, on parlait de Sainte-Gertrude, je pense que vous avez rencontré. J'ai été à l'école Sainte-Gertrude pour faire ma première, ma deuxième année, par rapport qu'ils ne prenaient pas les garçons. C'était une école de filles. J'ai fait ma première, ma deuxième année. C'était quoi, les sœurs de... Les sœurs de Sainte-Gertrude. Saint-Claude-Philosophie, oui. Pour la première année. Elle était gentille. Elle était belle. Puis dans le cours d'école, mais c'est justement, pour le 5 jeux, on jouait à balle molle avec une balle de tennis. Puis une journée, j'avais batté, puis elle avait batté dans l'œil. Une sœur. J'ai dit, on va me mettre dehors dans l'école. Je pleurais, je pleurais. C'est pas ma faute, ma faute. Les autres disaient, OK, arrêtez. Puis entre la deuxième et la troisième année, j'ai eu un accident d'auto. C'est du fourgon.
J'ai traversé la rue, puis mon père et ma mère m'avaient toujours dit de ne pas aller de l'autre bord. Par m'en revenant, je me suis frappé. J'ai été à l'hôpital, puis ma mère, ça s'appelait Léopoldine Bergeron. C'était la sœur des vieilles filles Bergeron, Alberta et Joliette. Elle n'était pas contente. J'ai manqué ma 3e année. Tu es allé à l'école où après? Puis là, je suis allé à l'école de Germain Chapdelaine. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Il y avait il appelait ça une business college sur la rue d'Archevêque. Puis lui, il donnait des cours privés en mathématiques, en français. À combien de temps vous avez fait ça? Pardon? Pas à combien de temps? Au Business College? Mais là, moi, comme quoi que j'étais pogné avec une jambe avec un pied sur le bureau, là, parce que le dessus du pied était parti. J'ai été opéré, j'ai encore la cicatrice aujourd'hui. Fait que là, vu que je ne pouvais pas aller à l'école, et que ma soeur m'avait envoyé, justement, c'était Germain Chapdelaine pour apprendre des cours. Et là, dans ce temps-là, lui, il m'en donnait, puis moi, plus que j'en faisais, plus qu'il me corrigeait, il n'y avait pas de catéchisme, il n'y avait pas de histoire simple. Vous avez appris plus que les autres? J'ai appris. Et là, quand je suis allé pour la 3e année, là, je suis allé à l'école Nicolas Viel. Mais à la 3e année, j'étais trop fort. J'en connaissais trop. Fait qu'il me montait à la 4e année. Et là, à la 4e année, j'étais trop faible. Parce que j'apprenais pas tous les mots d'affaires. Quand il arrivait avec l'histoire simple, je connaissais pas. L'histoire du Canada, je connaissais pas pantoute. Fait que là, ça marchait pas. Il me couchait c'est bon puis c'est là. Ça a été mal par rapport que moi, j'ai pas été, autrement dit, stimulé pour aller à l'école. Parce que là, j'étais pris à faire un bout de temps de la 4e année. C'était Tomate qu'on l'appelait. Lui, c'était copillage. Et puis, aussitôt qu'on faisait une affaire de croche, fini avec le copiage, 100 fois telle affaire. Pendant qu'on faisait sans signature, on ne travaillait pas, on ne faisait pas nos devoirs. Puis le lendemain, mais là, tu montrais tes fils, lui, il gardait ça, les feuilles, 3-4 feuilles, lui, il prenait ça, il mettait ça dans le vidange. C'était pas doué pour l'enseignement. C'était pas comique, tu sais, mais en réalité, ça t'empêchait d'apprendre. Et vous, le marché du travail, ça a commencé où? Votre emploi, c'était à Montréal-Nord? J'ai travaillé à Montréal-Nord. Quand j'ai sorti de l'école Nicolas Viel, j'ai fait jusqu'à 7e année. Il y avait la 8e et la 9e année dans ce temps-là, l'école Nicolas Viel. Moi, j'ai pas fait la 8e ni la 9e. J'ai suivi un cours d'art et métiers. C'est la rue Garnier, pas loin de Chantal. Les autres, ils montraient le bois, la réfrigération, l'électricité, Plomberie. La plomberie, ben, ça tient les frigidaires, puis les studios. Réfrigération. La réfrigération, ok, d'accord. Fait que moi, les vieilles filles, eux autres, ils me disaient, mais apprends l'électricité, parce que c'est eux autres qui payaient mes cours. Puis elle disait, mais apprends l'électricité, parce que là, mon oncle est électricien, il va t'engager. D'ailleurs, vous avez travaillé pour Chénier Doucet, qui est l'entrepreneur, je pense, qui a fait l'église Sainte-Gertrude. J'ai travaillé l'église parce que c'est en Vincennes. J'ai travaillé pour le même entrepreneur, c'était Doucet et Chénier. Il était sur la rue Perra dans ce temps-là, la petite cloche, juste pas loin de l'église Sainte-Gertrude. Lui, les ouvrages que j'ai faits pour lui, par rapport que j'avais un livre, comme quoi j'étais premier apprenti électricien. Ça donnait quoi, peut-être 72 cents de l'heure dans ce temps-là. J'ai encore bien payé parce que j'étais jeune. Puis lui, il faisait des maisons privées par rapport que Doucet et Chénier, qui était sur la rue Georges Pichette, c'était des contracteurs. Il y en a un qui était menuisier, l'autre était plombier, l'autre était assis. Toute la famille des Chénier, ils ont tous bâti une partie de Montréal-Nord. D'ailleurs, vous avez dit que vous avez travaillé, je pense, sur l'installation de l'électricité du cinéma Régal. J'ai fait le cinéma Régal. C'était en 1952. Ouais. Puis eux autres, l'entrée du cinéma Régal, ça prenait de l'électricité. Donc c'était un tuyau de plomb qui était monté dans un tuyau,
un tuyau assez gros peut-être, là, mais il fallait monter le tuyau de plomb avec les fils qui étaient à peu près ça du haut. Normalement, c'est pas au fil. Pas une grosseur de fil de même. Là. C'était pas en plomb, ça. C'était en corde. C'est des circuits triphasés. Oui. Donc là, il fallait... 550 volts. Oui, parce qu'on pouvait avoir 550 volts là-dedans pour l'eux autres, faire soit des films, des machines à vue, l'électricité, mais ainsi de suite. Là. Puis l'entretien. Fait que sur l'entrée en bas, là, c'était une boîte, mettez-en, tu sais, toutes les plugs, parce que plus on peut pas mettre ça tout sur le même circuit. Puis ça aurait été bon. Bon, ça, c'est un peu précis comme détail. Si vous voulez, on peut regarder les photos, peut-être les commenter. Si vous reconnaissez des gens qu'on voit ici. Ça, c'est Silvio Lachapelle. En bas? Oui. Celui-là en haut, je ne sais pas. C'est un ami. Ben, c'est celui qui a pris les maisons. Alors, Silvio, c'est en passant, c'est le dernier opérateur de la traverse, c'est ça? Oui, j'ai terminé. Jusqu'à quand? Lui, il a arrêté en 1970. Ça a duré longtemps, la traverse? Parce que le pont Pinot existait encore. Bien là, les voitures n'existaient plus, là. Le Chalac, le bac? Le bac, c'est ça qu'on m'a appelé. Le bac, le chalet, nous autres, on appelait ça un chalet. Il pouvait embarquer jusqu'à 2 voitures, avec du monde. Mais il n'y avait pas des chaises. Puis eux autres, dans les premiers temps, c'était tiré à bras. Ça veut dire qu'il y avait un poteau planté dans le ciment. Puis lui, c'était un poteau d'acier. Puis il y avait un fil d'acier qui était attaché après ça, c'était bolté. Puis là, le fil, lui, il passait bord en bord de rivière. En dessous de l'eau. Il se tenait en dessous de l'eau, parce qu'il ne pouvait pas le mettre en surface. Parce que lui, à chaque fois qu'il était 2 hommes, qui tiraient à bras, il prenait le fil, puis il tirait à bras, puis il tirait à bras parce qu'il fallait qu'il parte. Puis là, il se rendait jusqu'à Laval. Et pour pas qu'il y ait le courant, mais le fil, il les empêchait de dévier. Rendu à Laval, il arrêtait là. Puis s'il y avait des autos, il débarquait, puis le monde. En dernier, il n'avait plus de... On appelait ça un bac à câble. Monsieur Larchevêque, on a une photo de la maison qu'on a vue tout à l'heure, du passage. Oui. Vous savez, Monsieur Larchevêque me racontait, comme je dis, je les ai rencontrés. Monsieur Larchevêque me racontait que vous avez la piste cyclable aujourd'hui. C'était la rivière, là. Il y a eu du remplissage. Oh oui, et comment? Et, la maison, là, elle est éloignée aujourd'hui de la rivière. Oui. Alors, regardez le chemin qui descend ici. Ça descendait sur le bord de l'eau. On voit même une autre scène. Ça, c'est au printemps. Oui, parce que l'eau montait rendu au printemps. C'est pour ça, avec la dame, les autres, c'était l'eau. La dame, le barrage. Le barrage de Saint-Michel, Quand ils ont fait le barrage,